La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Bonjour Eric, est-ce que tu m'entends? Oui, David, bonjour à toi. Bonjour Eric, merci infiniment de prendre le temps de nous parler, de parler aux opostiennes et aux opostiens. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous parles? Ah là, je te parle de Paris, pour être très clair, où je suis arrivé hier, mais effectivement, je suis un peu en décalage là, pour comprendre. J'étais au Mexique dans un déplacement politique prévu de longue date, alors il n'était pas très facile de le caler vu la situation en France, mais j'y tenais parce qu'il s'agissait d'un déplacement en faveur de la restitution d'un document qui s'appelle le Codex, Oui, qui s'appelle au Mexique le Tonala, c'est un calendrier qui est pré-hispanique des Indiens Nianou, c'est-à-dire en gros de peuples indiens du Mexique et qui veulent le récupérer. Ce document, il dort dans les sous-sols de l'Assemblée nationale, de la bibliothèque, qui sert à, bon, j'allais dire, il sert à rien, si ce n'est à avoir le prestige de le détenir, il n'est jamais exposé. Et pour eux, par contre, il a une réalité, il a une, une importance patrimoniale, historique, culturelle et même actuelle encore, parce qu'il y a un certain nombre de rites qui sont toujours, qui ont été christianisés, mais qui sont toujours pratiqués. Et en gros, c'est un lien aussi avec leur identité. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est bien de le restituer. Et voilà pourquoi j'étais là-bas. ah d'accord, donc quand tu m'as dit hier il sera minuit, tu veux dire que là, avec physiquement pour toi il est minuit, d'accord. Mais tu es Oui, bien mais à ça, Paris. je ne serai pas au Mexique le jour où on va dégager Beyrouth, si tu veux. Ça, c'est clair. Alors j'étais un peu étonné, mais donc tu es là. À quelle heure tu vas aller à l'Assemblée? Je rappelle que tu es le président, à l'heure qu'il est toujours, de la commission des finances. Tu es le bras gauche de Jean-Luc Mélenchon et tu es député LFI. À quelle heure tu vas à l'Assemblée? Ah là, je vais embrayer les réunions après qu'on soit parlé, que ce soit des réunions du côté France Insoumise ou après, effectivement, à partir de cet après-midi. Tout ce qui va avoir lieu à l'Assemblée, jusqu'au vote qui va avoir aucune surprise, à mon sens, de non-confiance à François Bayrou. Voilà. Alors, je voulais te demander, toi qui es donc président de la commission des finances, qu'est-ce qu'on doit penser de cette histoire de dette? Est-ce que prends le temps de nous expliquer c'est quoi la dette d'un pays comme la France? Oui, Euh, parce que tu m'as dit bien quelques minutes, ouais, etc. Et là, tu me poses une question qui mériterait une longue dissertation. Écoute, je vais expliquer très clairement. La dette, c'est quelque chose qui est agité par les pouvoirs néolibéraux depuis maintenant une trentaine d'années, à chaque fois qu'ils veulent s'attaquer frontalement à notre système social, aux dépenses aux dépenses publiques de l'État, etc. Donc on agite la dette, on dit c'est plus possible, faut baisser tout ça, faut casser tout ça, faut remettre en question tout ça. Et voilà à quoi ça sert, principalement. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais François Fillon avait fait ça il y a maintenant, vous m'excuserez, 20, 30 ans, je ne sais plus très bien, en disant, il a pris une figure absolument catastrophique en disant la France est au bord de la faillite. Bon, il n'y a pas eu de faillite. Je te donne un autre exemple. Avant le Covid, la crise du Covid, pareil, on a eu le même genre de tonalité, agitant la dette, etc., pour justifier les mesures prises par les gouvernements Macron. Macron disant aux gens des hôpitaux, il n'y a pas d'argent magique, bah, la crise du Covid, il a fallu en trouver de l'argent magique, hein, ne serait-ce que pour permettre de sauver l'économie. Bon, et tout d'un coup, on a pu parler de la dette. Alors, pour être très clair, je ne cultive pas la dette pour la dette, mais déjà d'un point de vue du poids actuel de la dette, on nous dit il y a 3300 milliards de dettes. Alors les gens disent ah, comment ça, 3300 milliards, un an de PIB, c'est terrible. Alors déjà, ces 3300 milliards, il faut comprendre qu'ils sont remboursés sur 8 ans et 6 mois. D'accord. Donc tu dois les diviser pour 8 ans et 6 mois pour savoir quel est le poids de la dette. et pourquoi 8 ans et 6 mois? Parce que c'est la moyenne à peu près des emprunts que fait la France D'accord. sur le marché. Donc, il faut les diviser par 8 ans et 6 mois pour savoir quel est le poids de la dette sur un an. Et là, si tu le divises, tu t'aperçois que c'est plus un an de PIB, mais c'est plutôt 14% de PIB. Bon, deuxième chose, la France, même si tu prends leur chiffre de 3300 milliards, c'est-à-dire un an de PIB, l'actif de la France, le patrimoine de la France, la richesse de la France, c'est 6 ans et demi de PIB. Alors, inutile de dire que quand des financiers internationaux recherchent à un moment donné, parce qu'ils en ont besoin des comment dire, des financements, des prêts qui
peut-être leur rapportent un peu moins que d'autres, mais en tout cas qui sont des placements sûrs, la France considérée comme un placement sûr. C'est-à-dire que eux se disent, mais jamais la France va être en faillite. Donc ils prêtent volontiers à la France. Et c'est tellement vrai que en août dernier, on a émis un nouvel emprunt, il y a eu 4 fois plus de demandes que d'offres. Bon, donc ça, c'est le deuxième élément, c'est-à-dire arrêtons de faire peur avec ça. Donc tu es en train de dire, tu donneras le troisième élément, mais tu es en train de dire que la dette, ça rapporte. C'est-à-dire que c'est pas si mal qu'un pays comme la France soit endetté. Ça... Pour les marchés financiers, c'est très bon. C'est-à-dire que les marchés financiers alors ont détesté l'Allemagne pendant des années. Là, ça va aller mieux parce qu'elle va emprunter. Mais ils ont détesté l'Allemagne pendant des années parce qu'ils ont besoin, à un moment donné, il faut bien comprendre que par rapport à des placements à risque et autres, ils ont besoin de placements certains. La France est un placement certain. C'est un des 15 placements les plus sûrs au monde. Donc voilà. Donc pour les marchés financiers, c'est une bonne affaire. On en parlera. C'est un autre problème, ça d'ailleurs, qui évidemment est un problème de fond. Alors, troisième question. Alors, au bout d'un moment, quand tu discutes de ça avec des gens qui, comme Bayrou, agitent des peurs, etc., il faut quand même qu'ils conviennent quand même qu'il y a un problème. Parce que Bayrou, je ne sais pas si tu l'as vu, mais et c'est un très mauvais coup qu'il fait à la France. Pourquoi? Parce qu'à force, il va finir par affoler les marchés. Je veux dire, quand l'autre fois sur TF1, je le vois, il commence à dire il y a bientôt, on n'aura plus de prêteurs. Bon, je viens de te montrer que c'est absolument pas vrai, etc. Puis après, il dit les taux sont historiquement hauts. C'est absolument faux. Les taux actuellement ne sont pas historiquement hauts. Après une longue période où l'inflation a été quasiment nulle, ils reviennent à peu près à des moyennes depuis des années. Donc on n'est pas dans des taux exceptionnellement hauts. Donc ces questions-là, en réalité, la seule chose qu'il faut regarder vis-à-vis de la dette, c'est ce qu'on appelle l'intérêt de la dette. L'intérêt de la dette, c'est actuellement, il faut toujours, pour bien le comparer, le ramener au PIB. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens si tu dis c'était 30 milliards il y a 15 ans et aujourd'hui c'est 50 milliards. Ça n'a pas de sens pour le comparer par rapport à ce que nous produisons comme richesse. Et aujourd'hui, c'est 2% du PIB. Voilà. Même dans les scénarios les plus catastrophistes que mènent nos gouvernements, et même avec leur politique, parce que je vais y venir, leur politique qui, soi-disant, est là pour réduire les déficits, ne les réduit pas, c'est 2,6. Et bien, figure-toi, en 2007, c'était 3% en France. Donc, on n'est pas non plus dans un moment historiquement haut. Et enfin, alors là, les comparaisons, et puis du coup, les appels en disant on risque d'avoir le FMI, la Troïka qui débarque, etc. Les comparaisons avec la Grèce, par exemple, de Tsipras, mais c'est complètement lunaire. La Grèce de Tsipras, la dette pesait 13% du PIB, nous c'est 5% aujourd'hui. Ils avaient un écart avec l'Allemagne absolument colossal, ce qui n'est pas notre cas. Ils ont un PIB qui est à peu près celui à l'époque de la région Île-de-France. Je viens de t'expliquer que le nôtre était infiniment plus haut. Bon, et quant au FMI, il a à peu près 100 milliards en cours pour faire face à des situations. Rien que la France, s'il devait intervenir, ça lui épuiserait totalement, et même plus les encours. Donc tout ça, c'est n'importe quoi. Voilà, je dis pas qu'il y a un problème avec la dette. Et le problème avec la dette, c'est surtout que, en grande partie, on s'en est servi. La dette française depuis 20 ans, c'est constitué pour deux choses. Alors, une partie, ça a été rappelle-toi le fait de venir secourir les banques après la crise du subprime. On a pris ça 100 milliards. Et puis après, la deuxième partie, ça a été le Covid. Bien, où là, l'État, effectivement, s'est endetté à hauteur de 20%, qui sont détenus d'ailleurs par la Banque de France, je vais y revenir, et qui ont pesé. Le reste, depuis 2017, c'est parce qu'on a baissé les impôts des plus riches. Voilà, je te le dis très clairement. Donc, on a perdu 3 points de recettes. C'est énorme par rapport au PIB, pendant que les dépenses publiques, elles n'ont pas augmenté. Elles sont stables en réalité, contrairement à ce que disent les néolibéraux. Et payer, alors là par contre, avoir une dette pour payer les cadeaux des plus riches qui n'influent pas sur l'économie, là c'est vraiment pas bon. Donc ça c'est plutôt la question, il y a deux questions. À qui appartient la dette? Je vais y venir. Et puis à quoi sert la dette? La dette, elle doit servir justement d'abord à investir. Et par exemple à investir dans la bifurcation écologique, dans les besoins sociaux. Maintenant. Donc à qui appartient la dette? Alors justement, je pose une question de fond, c'est que là, je viens de te dire, bon, on n'est pas dans une situation catastrophique par rapport au marché. N'empêche, c'est pas très, très bon quand même que ce soit les marchés financiers, et notamment à 60% des marchés, des emprunteurs étrangers qui détiennent la dette, notamment parce qu'il peut y avoir des pressions, effectivement, qui sont organisées à un moment donné. Surtout quand le gouvernement les cherche en plus pour affoler l'opinion publique. Bien. Dans les années 70, la dette appartenait très clairement à ce qu'on appelait un circuit du trésor, c'est-à-dire qu'on obligeait les banques à
mettre une partie, un pourcentage de leurs ressources, de leur encours, dans la Banque de France. C'est ça qui constituait notre dette. Autrement dire, c'était nous qui financions notre dette. Dans les années 80, il y a eu des lois, sous gouvernement à l'époque socialiste, qui ont été imposées, qui ont obligé à aller sur les marchés financiers. Bon, et là, on s'est mis des menottes, quoi, au marché financier. Alors, je pense que c'est ça qu'il faut interroger. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que lors du Covid, la BCE a décidé unilatéralement, elle a pris en l'occurrence une bonne décision, mais quand même, elle a décidé de rompre les traités européens qui théoriquement lui interdisent de faire une dette d'État, pour décider que face au Covid, elle allait émettre une dette qui allait là aussi nous appartenir via les banques centrales. C'est pour ça que je te dis, on a environ 20-25% de notre dette aujourd'hui qui est détenue par la Banque de France. Et l'intérêt de ça, c'est que ça, par contre, nous, on peut décider ce qu'on veut. Par exemple, moi, je pense qu'il aurait fallu annuler cette dette parce qu'elle était face à des situations exceptionnelles, et on aurait juste perdu l'intérêt que nous nous versions, enfin quand je dis nous, c'est la Banque de France, nous versions chaque année sur cette dette. Mais ça aurait été nettement préférable. Donc je résume, la dette actuelle, le chantage à la dette sert à faire passer des politiques néolibérales. Deux, la question, la dette, c'est pas un mal en soi, je vois même pas comment un État peut fonctionner sans dette, parce que tu as des investissements sur plusieurs années qui ne peuvent pas être payés en un an, mais par contre, ça doit servir à ça, ça ne doit pas servir à payer les cadeaux fiscaux aux plus riches. Et trois, il faudrait réformer tout ça pour qu'à nouveau, on ne soit pas dépendant des marchés financiers. Voilà un peu la réflexion sur la dette. Mon cher Eric, je t'ai effectivement annoncé et promis qu'on ferait court, même si c'est pas l'usage de poste, et tu reviendras pour parler longuement de tout ça. Et tout ça est absolument passionnant. Mais bon, aujourd'hui, c'est le 8 septembre, c'est un jour particulier. Je la fais très vite. Est-ce que vous allez déposer une procédure de destitution du président de la République? Est-ce que une dissolution, où est-ce que mènerait une dissolution selon toi? Et enfin, une petite question sur vos amis du PS. Alors, je te réponds tout ça. Bon, là, aujourd'hui, va se dérouler pour moi, finalement, euh, la fin de ce qu'a tenté Emmanuel Macron depuis juillet dernier, c'est-à-dire, dans un caractère totalement non démocratique, essayer d'imposer des gouvernements minoritaires à ce pays alors qu'il a perdu les élections. Bien. Il l'a tenté, il a perdu avec Barnier. J'avais fait la motion de censure contre Barnier, j'en suis satisfait. Il l'a réussi avec Bayrou 1, grâce au Parti socialiste qui l'a pas censuré. On se retrouve maintenant quand même devant une réalité des faits, du fait des appels à mobilisation, notamment du 10 septembre, du fait que nous, on avait appelé à une motion de censure le 23 septembre qui avait toutes les chances de passer, où Bayrou est obligé, lui, de précéder tout ça et de demander le vote de confiance. Il va tomber. Donc moi, je pense que ça clôt la période où Macron a essayé d'imposer le gouvernement minoritaire. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe? Nous, on pense qu'il faut qu'il soit destitué, ou alors qu'il démissionne. Pourquoi? Parce que euh, le problème remonte à Macron. C'est Macron qui décide à un moment donné, qui perd les européennes, législatives, qui décide de dissoudre entre les deux, donc d'où les législatives, alors même que le problème, c'est sa politique, c'est lui qui impose les politiques minoritaires, et qu'on voit bien que malheureusement, comme en France, tout procède au fond des présidentielles. Il faudrait revenir, un retour au peuple, c'est toujours la solution, et via une présidentielle. Pourquoi une présidentielle plutôt qu'une dissolution? Pour une bonne raison, c'est que l'année dernière, on a vu qu'avec une dissolution, Macron ne suivait pas forcément le résultat des urnes. Donc, voilà pourquoi nous souhaitons une démission et que nous souhaitons l'accélérer avec une procédure de destitution qu'on va effectivement déposer. Déposé. Voilà le scénario. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer? Moi, j'ai tendance à penser que Macron va essayer de nous refaire le coup d'un gouvernement passant qu'à un cas ce budget sur je ne sais quel thème, pour essayer de passer cet obstacle, parce qu'il faut bien comprendre que s'il passe l'obstacle de ce budget, après, le prochain budget, il est 6 mois avant les présidentielles, et que il pourra même, pourquoi pas, se permettre de faire une loi spéciale, c'est-à-dire de ne pas voter le budget. Il sera sorti d'affaire quelque part. C'est vraiment un obstacle pour lui majeur. Donc il va sûrement tenter quelque chose. On parle beaucoup de tenter quelque chose avec le PS qui malheureusement a paru ouvert avec quelques écologistes à des idées de coalition absolument lunaires. Alors des coalitions de Retailleau au Parti socialiste,
Je trouve que c'est une trahison totale du NFP, et puis en plus, tout ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, politique, et puis, bon, et même pour les Français, c'est quelque chose. Enfin, à mon avis, pour le Parti socialiste, ça serait suicidaire, mais ça les regarde. Mais donc, il peut y avoir cette tentation. Bon, il peut y avoir aussi une tentation d'essayer de reconstruire quelque chose qui aurait le fait que le RN ne vote pas de son côté la censure sur d'autres options. Il va le tenter. Moi, je pense que tout va dépendre pas mal quand même des mobilisations sociales. Voilà. Si les mobilisations sociales soient fortes, donc vous avez compris que c'est une incitation à soutenir le mouvement du 10 septembre pour commencer, il y en aura d'autres après, je vois mal Macron tenir. Je pense qu'il faut un retour aux urnes. Vous avez compris que je pense que c'est pas la dissolution, mais si dissolution il y a, bon, on prendra, on assumera. En tout cas, il faut un retour aux urnes, mais il faut surtout essayer de pousser à la démission de Macron, et on va aider avec la destitution. Voilà. L'option Bardella, non, tu crois pas? Bon. Le chat te demande l'option Bardella par Macron. J'y crois peu quand même, parce que pour le coup, il aura une difficulté. C'est que Bardella, je rappelle qu'ils n'ont pas gagné les élections la dernière fois. Donc sur l'actuelle Assemblée, je vois pas comment Bardella pourrait passer, parce que éventuellement, allez, on pourrait penser qu'il va chercher du côté de LR, qui s'est extrême droitisé, des voix, mais ça s'arrêterait à. Enfin, j'imagine mal tout le bloc central, par exemple, voter pour un gouvernement RN. Ça, je pense que c'est pas un scénario possible. Par contre, un scénario, mais là, c'est la politique fiction, on verra demain. Arrêtons. Arrêtons, on ne fait pas de politique fiction. Enfin, voilà. Éric, merci infiniment. Il est 8h, je te libère, c'est la moindre des choses. Je te remercie infiniment de t'être rendu disponible. Et sache que dans le chat, on te trouve clair, on te trouve convaincant, et il y a même quelqu'un qui aimerait que tu te présentes à la présidentielle. Tu dis ça à tes amis tout à l'heure en réunion de groupe. On a un candidat. Allez. À bientôt, Éric. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et voilà, merci beaucoup à Éric Coquerel qui a très gentiment accepté dans le week-end de venir au poste pour la matinale. Je rappelle que voilà, Éric Coquerel est déjà venu à plusieurs reprises au poste, et c'est toujours un plaisir que de le recevoir. Un petit message à caractère bénéfique. La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.